Je pense qu'il est important de connaître le retournement de la Terre, la micronova, comment le gouvernement a caché cela et comment les milliardaires se préparent. Et c'est exactement ce que les religions nous ont dit qu'il allait arriver à notre culture. Ça va arriver au ciel, ça va arriver au soleil. Apocalypse 16, 8, et le quatrième ange versèrent sa fiole sur le soleil et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Un tiers des étoiles disparaissant du ciel. Il savait faire la différence entre étoiles et météorites. Un tiers des étoiles qui descendent ne sont pas des météores. C'est la Terre qui tourne ainsi et une partie du ciel que l'on voyait avant n'est plus visible. La Terre se balançait d'avant en arrière comme un ivrogne. On met tout cela ensemble et on se demande, attends une minute, non seulement les maths disent que c'est comme ça que ça se passe, mais la physique et la chimie disent que c'est ainsi que ça se passe. C'est ce que nous regardons. Oh. Et au fait, ils savaient ça il y a quelques milliers d'années et l'ont mis dans un livre. Le cycle des catastrophes, discussion scientifique. Récemment, beaucoup d'entre vous ont vu le documentaire Disaster Cycle, qui était davantage destiné au grand public. C'est la discussion scientifique de haut niveau, et elle contient les faits issus des liens entre plus d'un millier de citations évaluées par des pairs. Nous n'allons pas vous montrer tous ces articles ni toutes les citations de tous les faits affirmatifs exposés ici. Cela prendrait 4 à 5 jours. Nous les passons en revue méticuleusement jour après jour dans les informations du matin, qui sortent 365 jours par an depuis 2011. Dans nos différentes vidéos de synthèse, nos publications et surtout notre livre le plus récent, où toutes les citations sont réunies au même endroit. Cette vidéo ne sera que des faits affirmatifs. Vous pouvez retrouver ces contraventions vous-même. Mais commençons par le Soleil. Parce que pour commencer, il faut commencer à penser au Soleil d'une manière différente de ce que la plupart des gens pensent du Soleil. La plupart des gens pensent au Soleil en termes de lumière. La lumière visible. Elle illumine le monde, jour contre nuit. Et lorsqu'il dépasse la lumière visible, il pense à la lumière ultraviolette. Photosynthèse. Des brûlures de peau. Syntan. Production de mélatonine. C'est bien réel. C'est très important. Mais ce n'est pas l'ensemble du tableau. Parce que vous dépassez un peu les longueurs d'onde visibles et ultraviolettes pour la lumière des rayons X. C'est très important et très variable par rapport au Soleil. Et il n'y a pas seulement de l'énergie lumineuse provenant du Soleil, mais aussi de l'énergie des particules. Protons, électrons, ions. Alors que le Soleil émet absolument de la lumière dans toutes les directions en permanence, il émet aussi des particules. Une émission de particules appelée le vent solaire. Il est composé de protons, d'hydrogène chargé, d'électrons, d'hélium chargé. Tous ces petits fragments subatomiques ou ioniques de particules particulaires. La plupart d'entre eux étaient aussi énergisés. Et cela s'étire dans toutes les directions, tout comme la lumière du Soleil. Ce qui est intéressant, c'est que si la lumière que nous pensons normalement quitter le Soleil est relativement constante, l'émission de particules du Soleil ne l'est pas. Par exemple, allons à peu près jusqu'à la taille de la Terre ici à la surface du Soleil. Et on voit ces points noirs. On appelle cela des taches solaires. Et ce qu'ils sont essentiellement, ce sont des zones très magnétiques. Ce qui est intéressant, c'est que la surface et l'atmosphère du Soleil sont toutes ces particules chargées qui sont très réactives au magnétisme. Alors, quand ces taches solaires apparaissent et qu'elles aiment beaucoup grandir et bouger, que fait ce magnétisme? Eh bien, nous avons aussi des moyens d'examiner cela avec la lumière ultraviolette. Ces arcs relient une tache solaire à une tache solaire. Et quand ils se déplacent autour de ces taches solaires, parfois ces arcs peuvent entrer en collision. Et étant donné ces arcs, un magnétisme puissant, nous parlons de taches solaires de la taille de la Terre. Imaginez la puissance réelle de ces arcs magnétiques. Ils font déjà monter le plasma électromagnétique à des vitesses proches des relativistes. Puis ils se percutent et on obtient une éruption solaire. Les éruptions solaires sont des explosions de rayons X de la taille d'une planète. Cela se produit lorsque cette activité à la tache solaire devient trop chaotique. Il y a une de ces collisions, une déstabilisation et une explosion de l'énergie magnétique stockée, encore une fois sous forme de rayons X. Comme vous pouvez probablement le voir ici, cela tend à expulser d'autres particules chargées, ce plasma dans l'atmosphère solaire,
ce qui contribue à l'émission de particules du vent solaire et peut constituer une onde de choc plus rapide et plus dense qui se dirige vers l'espace. L'autre moyen d'obtenir une de ces éjections de masse coronale ou CME est à partir d'une éruption filamentaire. Un filament est une fine corde, un peu comme un nuage de plasma de forme étrange sur le Soleil. Et tout comme une tache solaire peut exploser et envoyer ce plasma dans l'espace, parfois ce nuage peut perdre son emprise magnétique sur l'atmosphère solaire et s'envoler dans l'espace, même sans éruption solaire. Ce sont les deux principales façons d'obtenir une amélioration des particules explosives. Mais il y a aussi une amélioration plus subtile des particules grâce à ces mots. Cette chose sombre s'appelle un trou coronal. Et bien que la majeure partie du Soleil possède ces arcs magnétiques, qui aident aussi à contenir une grande partie du matériau, il existe des zones du Soleil comme celle-ci où les champs magnétiques sont ouverts dans l'espace. Cela permet au vent solaire de s'éjecter beaucoup plus fortement. En gros, au lieu d'une explosion et d'une onde de choc ajoutée au vent solaire, c'est presque comme si vous appuyiez lentement un peu plus sur l'accélérateur et que le véhicule commence à accélérer. C'est ainsi que vous devriez mieux imaginer un flux de trou coronal. Et donc, nous avons ces méthodes, maintenant que nous pensons au Soleil au-delà de la lumière, et que nous pensons à d'autres types de particules qui entrent dans l'atmosphère, par exemple à partir des rayons cosmiques, nous devons commencer à comprendre que tandis que le Soleil est le donneur de vie avec cette lumière ultraviolette, nous avons ce vent solaire tout aussi présent et bien plus variable. Nous avons des éjections de masse coronale qui peuvent provenir de éruptions solaires ou de filaments, et des flux de trous coronal qui amplifient ou créent des flux de particules plus énergétiques dans le vent solaire. C'est très important à retenir pour plusieurs raisons. Non seulement ces événements particuliers sont les plus effrayants en termes d'éruption solaire ou de l'EMP solaire, si vous en avez entendu parler, mais ils sont aussi importants sur le plan climatologique. Vous voyez, la lumière ultraviolette et la lumière visible ne changent presque jamais. Nous parlons d'un décalage de 0,1% sur plusieurs années. Mais la lumière des rayons X peut varier de 10 à 10 000 fois sur de très courtes périodes. La lumière ultraviolette lointaine, donc la lumière ultraviolette est ici, mais il y a aussi un spectre proche et un spectre lointain. La lumière ultraviolette lointaine, qui peut varier de 15% sur la même période que la lumière ultraviolette globale ne varie que de 0,1%. Ces particules dans le vent solaire, sur très peu de temps, peuvent subir une augmentation ou une variation de 10 à 1000 fois, surtout lors des impacts d'éjection de masse coronale lorsqu'elles arrivent sur Terre. Les rayons cosmiques de la galaxie changent de 5 à 15%, et lors de l'un de ces impacts réels du Soleil, il peut y avoir un changement de 3 à 10% en une journée. Cela est exclu des modèles climatiques. C'est ce qui commence à effrayer le monde technologique à propos du Soleil. Le plus important, en ce moment, c'est que ce que vous devez avoir en tête, c'est oui, il y a cette énergie lumineuse provenant du Soleil, mais tout aussi important, l'énergie des particules solaires. Je suis Marc Moldouin, professeur de sciences et d'ingénierie climatique et spatiale ici à l'Université du Michigan. Un des domaines dans lesquels je me spécialise est la météo spatiale, et c'est la façon dont le Soleil influence l'environnement terrestre, et particulièrement la technologie. Et la tempête géomagnétique la plus célèbre eut lieu en septembre 1859, lorsqu'un scientifique, Richard Carrington, faisait un croquis du Soleil. Et pendant qu'il esquissait la tache solaire du Soleil, il vit un éclair visible. Environ un jour plus tard, il remarqua que l'aiguille de la boussole, le magnétomètre, bougeait. Il a écrit une lettre aux transactions royales, disant « Chers messieurs, à cette date, j'ai observé ce, éruption et puis, la perturbation géomagnétique. » Quelqu'un d'autre l'a observé? Et des gens dans le monde entier ont dit, qu'ils l'ont fait, et ils ont observé des aurores à Cuba, n'est-ce pas? Je veux dire, donc c'était une énorme quantité d'énergie déversée dans le système. Il a suggéré que ce qui s'est passé sur le Soleil a provoqué un mouvement du champ magnétique. C'était donc la première suggestion de ce lien,
que les tempêtes sur le Soleil peuvent provoquer des tempêtes sur Terre. L'événement Carrington, en 18059, était préuniversel à tous les types de technologies. La communication se faisait par des fils télégraphiques, et il y avait des incendies qui éclataient, dans les gares ferroviaires, au télégraphe. Et les éjections de masse coronale sont d'énormes explosions de l'atmosphère externe du Soleil. Vous pouvez donc imaginer un porte-avions, et pensez maintenant à environ un demi-million de porte-avions. C'est donc une masse d'éjection coronale. Il peut être projeté hors du Soleil à quelques millions de miles à l'heure, et il peut donc falloir un jour ou deux pour passer du Soleil à la Terre. Mais il possède une énorme quantité d'énergie, juste de l'élan, et il frappe le bouclier protecteur de la Terre, ce qui le fait sonner comme une cloche. Une grosse tempête d'éjection de masse coronale de type Carrington pourrait mettre hors service le réseau électrique de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Il y a seulement une dizaine d'années, nous avons compris pourquoi tout à coup les lignes télégraphiques se sont enflammées sur la planète Terre 19 heures plus tard, car c'est le temps qu'il a fallu pour que l'énergie du Soleil et la Terre s'installe dans les lignes télégraphiques pour les incendier. Les opérateurs de choc, pour provoquer des incendies dans les villes et dans les broussailles. C'était à cause d'une petite éruption solaire, en réalité une petite en comparaison. Mais le problème, c'est que si ce même cas arrivait maintenant, nous aurions bien plus que des lignes télégraphiques. Nous perdrions tous nos satellites dans l'espace. Nous perdrions beaucoup, la plupart des communications sur Terre. On en perdrait beaucoup, on aurait complètement disparu avec le GPS. Ça aurait disparu. On va avoir beaucoup d'incendies de transformateurs, tout ça, et des coupures de courant, peut-être des années pour réparer toutes les coupures de courant causées par quelque chose d'aussi massif. Vous venez de regarder un peu le documentaire, ce qui implique en quelque sorte l'une des raisons pour lesquelles nous nous intéressons à cette énergie particulière, et ce serait la technologie. Il est en fait que le risque le plus connu de ces grands événements solaires, appelons-les les grands phénomènes spatiaux, serait lié à la technologie. Mais il y a une bien plus grande étendue à la raison pour laquelle nous nous intéressons à l'émission de particules du Soleil, au-delà de la simple lumière. Et oui, la première est technologique. Une éruption solaire suffisamment importante nous ramènerait directement à l'âge de pierre. Et avec l'affaiblissement du champ magnétique terrestre, c'est essentiellement le postulat de toute cette présentation. Il faudra de moins en moins une explosion solaire extrême pour infliger le même niveau de dégâts ici sur Terre. En fait, c'est l'une des choses que nous avons observées ces dernières années. Mais la plupart des gens ne sont pas trop critiqués par le concept d'une explosion électromagnétique et d'une onde de choc qui frappe la Terre peut provoquer une impulsion électromagnétique et endommager l'électronique ici sur la planète. C'est relativement facile à comprendre. Là où il faut commencer à intégrer d'autres choses déjà dans votre cerveau, c'est lorsque l'on commence à parler de l'impact de cette énergie sur l'eau et la vapeur d'eau, sur le fer et les matériaux conducteurs, ainsi que sur les cristaux piézoélectriques. Maintenant, ce premier et le deuxième ne sont probablement pas si difficiles pour toi. Le fer, l'électromagnétisme. Quand on parle d'eau, peut-être que tu as une idée de base. Je veux dire, tu comprends que tu ne veux pas nager dans une piscine pendant un orage, pas plus que tu ne veux tenir un club de golf au-dessus de ta tête. Mais quelles sont les implications réelles du fait que cette énergie électromagnétique puisse impacter l'eau, le fer, d'autres métaux, d'autres matériaux conducteurs ici sur Terre, et les cristaux piézoélectriques, y compris l'olivine, le principal constituant de la croûte? Commençons par la météo, car c'est là que beaucoup de choses sont ignorées. En perdant le forçage solaire des particules dans la discussion climatique, on perd toutes les voies clés intégrées de forçage des particules à court terme sur la manière dont le Soleil peut réellement influencer la météo. Dans notre livre précédent, dans les ouvrages précédents, nous avons passé en revue des centaines et des centaines d'articles montrant qu'il existe de très fortes corrélations entre l'activité solaire et la température terrestre, mais aussi entre les précipitations, les vents, les courants jets, la foudre, les cellules de tempête, les cellules de pression atmosphérique, les nuages. Les principales oscillations et modes de la planète, ainsi que le circuit électrique mondial.
C'est là qu'on pourrait probablement passer une journée entière à passer en revue les centaines de résultats statistiques. Et la plupart des résultats statistiques de ces données commencent de plus en plus à se concentrer davantage sur cette particule qui force les données du Soleil plutôt que sur les données d'énergie lumineuse ou d'irradiance du Soleil. Mais ce qui est plus important, c'est de comprendre comment cela fonctionne réellement. Une grande partie de cela, en termes de longue période, tient au fait que les océans peuvent facilement absorber, piéger, stocker, puis relâcher de l'énergie. Ce sont d'excellents modulateurs de l'extrême climat. Ce que vous voyez ici s'appelle la circulation de Walker. La circulation de Walker est un flux critique de l'endroit où l'humidité s'évapore par rapport à l'endroit où elle a tendance à redescendre. Beaucoup de cela dépend d'El Niño versus La Niña. Beaucoup de choses impactent d'autres choses comme l'oscillation de l'Atlantique Nord ou le mode annulaire Sud. Et ces processus fondamentaux d'injection et de stockage de chaleur de la planète sont directement impactés à la fois par la lumière du Soleil et les particules solaires. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant, car à mesure que ces particules de vent solaire arrivent sur Terre, vous savez, la lumière va simplement où elle est, où qu'elle soit pointée. Ce n'est pas ce qui arrive aux particules. Lorsque ces particules du vent solaire frappent la Terre a un champ magnétique qui aime les dévier. Il est aussi comprimé pendant qu'il les dévie, et pendant qu'il se comprime, il comprime en fait certains électrons de la ceinture de Van Allen dans l'atmosphère. Donc, même si les particules solaires frappent le champ magnétique terrestre et ne passent pas, elles transfèrent en partie l'énergie dans l'atmosphère terrestre. Maintenant, alors qu'ils sont déviés vers le nord et le sud et tout autour de la Terre, au pôle nord et sud du champ magnétique, il existe des trous appelés les cuspides polaires. C'est là que l'énergie des particules contourne librement le bouclier magnétique terrestre, descend dans l'atmosphère terrestre et déclenche les aurores. Et donc, alors que cette énergie arrive, qui comprime le champ magnétique terrestre et projette cette énergie chargée vers les tropiques, en soi, nous avons aussi cette excitation de la couche supérieure là-bas, et cela provoque une poussée de cette énergie vers le bas vers le équateur pour rencontrer l'énergie déjà introduite par la compression de cette onde de choc électromagnétique frappant la Terre. En général, toutes ces choses ferment le sommet du ciel, appelé l'ionosphère. C'est essentiellement une autre couche d'atmosphère au-dessus de l'air, sauf que la plupart n'est pas un gaz neutre que l'on peut respirer. Ce sont des particules chargées, et cela constitue le plafond de ce que nous appelons le circuit électrique global. Il y a un flux constant de courant électrique montant et descendant de cette ionosphère au sommet du ciel jusqu'au sol. C'est comme un grand circuit. Et donc, lorsque nous recevons cette injection d'énergie du Soleil dans cette couche, il l'injecte dans le circuit qui traverse toute l'atmosphère. Et donc, quand nous avons cela, il n'est pas si difficile de comprendre exactement comment le Soleil peut influencer la météo. Toute cette énergie est déversée dans ce système de courant électrique à travers l'atmosphère, et ce courant électrique peut affecter la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Évidemment, cela va affecter les nuages et les précipitations, mais en les déplaçant, cela détermine où il y a du soleil et où il ne l'est pas. Cela influence les températures. Évidemment, ces éléments vont affecter les vents et les tempêtes. Une fois que vous commencez à voir comment cette énergie particulière est réellement injectée dans la planète, soudainement, toutes ces corrélations commencent à prendre sens. Et puis, quand vous pouvez réellement regarder cela et voir comment le courant électrique fait circuler l'eau, là on parle, parce que vous dites, d'accord, je regarde ça avec mes yeux. Mais il faut ensuite se dire, d'accord, ils ont montré les statistiques. Maintenant, je comprends comment ça fonctionne dans l'atmosphère. Il y a de l'eau ailleurs aussi, comme nos corps. Mais savez-vous ce qu'il y a d'autre dans nos corps?
Pratiquement tout ce qui se passe dans notre corps est médié par le flux d'électrolytes dans les canaux ioniques. Nos mitochondries sont des usines d'énergie électromagnétique à l'intérieur de chaque cellule que nous possédons. Probablement pas au-delà de votre compréhension que notre système nerveux est presque entièrement électrique, mais beaucoup de gens ignorent que la puissance électrique du système cardiaque est supérieure à celle du système nerveux. C'est pourquoi, tout comme nous ne passerons pas en revue, et d'ailleurs, dans ces 2 livres, il y a tout un chapitre sur les effets sur la santé. Encore une fois, il s'agit de centaines et de centaines d'études sur l'impact de ces tempêtes solaires sur les maladies cardiaques, psychologiques, auto-immunes, émotionnelles, la liste est longue, et sur le long terme, même sur des choses comme les dommages à l'ADN, les taux de cancer. Et en termes de psychologie, cela ne s'étend pas seulement aux problèmes émotionnels ou aux diagnostics psychologiques, mais aussi aux taux de criminalité, de terrorisme, de guerre, de révolution, de montée du populisme, ce genre de choses. Tous ces facteurs peuvent être liés à ces grands cycles solaires. Et toutes ces choses sont soit physiologiques directes, soit comportementales à grande échelle de la population humaine. Et ils fonctionnent pour la même raison que notre technologie et notre climat sont sensibles à cette énergie solaire électromagnétique. Pensez-y simplement aux niveaux les plus extrêmes. Un coup de foudre peut arrêter votre cœur, et avec un coup de foudre fabriqué, ils peuvent le redémarrer. La thérapie par électrochoc influence la façon dont les gens pensent et se comportent. Beaucoup de ces choses ne sont pas de la science fantastique, mais le principe de l'effet peut se produire une fois que cette énergie est introduite. Qui va nier cela? Réfléchissons à tout ce mouvement de l'eau. Tu sais quoi? Regardons à nouveau ce mouvement de l'eau, car il est vraiment important pour le tremblement de terre et la connexion volcanique. Tu sais, on a. Toute cette énergie est déversée, et nous avons le flux dans l'atmosphère, mais le fond de ce circuit est la croûte. Et beaucoup d'entre vous savent qu'il y a plus d'eau enfermée sous nos pieds que dans tous les océans ici à la surface. Que se passe-t-il lorsque ces courants, non seulement du circuit électrique global, mais aussi des courants induits géomagnétiquement par les tempêtes solaires elles-mêmes, frappent cette eau, ces métaux, ou ici, les cristaux d'olivine? Ce que vous voyez ici, c'est que nous avons alimenté ces cristaux piézoélectriques, en mode bas, sans décharge, sans mode de mise à la terre. À la décharge de l'énergie, ils s'auto-translocent. Ils bougent simplement d'eux-mêmes lorsqu'ils déchargent leur énergie. Tout cela sous terre pendant que le fer et l'eau réagissent également. C'est pourquoi il existe aussi des centaines d'articles sur la connexion solaire-séisme, et il y en a de plus en plus sur la connexion solaire volcanique. Rien de tout cela ne devrait être surprenant. Si vous le prenez simplement comme, et, le soleil peut nous renvoyer à l'âge de pierre, le soleil peut arrêter votre cœur, vous et votre conjoint vous disputez aujourd'hui, le soleil peut provoquer ce tremblement de terre, le soleil pourrait aggraver cette tempête. Cela semble fou jusqu'à ce qu'on réalise qu'il s'agit d'injections électromagnétiques d'énergie dans des systèmes construits sur du métal, de l'eau, sur des substances électromagnétiques réactives, et tout à coup, ça ne semble plus aussi fou. Ces dernières décennies, la position des pôles magnétiques a évolué très rapidement. Elle traverse le nord du Canada vers la Russie, puis revient. Cela signifie que les zones où vous aurez plus ou moins de problèmes avec les satellites changent aussi. Je suis Marc Barossa. Je suis professeur de météorologie à la Florida State University et directeur associé du Center for Ocean Atmospheric Prediction Studies. Je dirige une équipe scientifique de la NASA pour étudier les vents de surface. Nous mesurons les vents au-dessus de l'océan. Il existe donc différentes catégories d'éruptions solaires. Ils sont organisés par ordre de grandeur, donc une différence de force de 10. Mais à mesure qu'ils montent dans cette lettre, ils deviennent 10 fois pires. Et quand on arrive à ces cas plus graves, ils ne sont pas juste un peu plus graves que les plus graves. Ils sont beaucoup plus sévères.
Il a donc été émis l'hypothèse qu'il est temps que nous changeons de la polarité magnétique de la Terre, où le Sud et le Nord échangeraient les signes. Et pendant ce processus, il a été suggéré que le champ électromagnétique autour de la Terre pourrait s'affaiblir et ressembler davantage à celui de Mars, qui n'a pas de champ électromagnétique protecteur. En ce qui concerne l'électronique sur Terre, si nous subissons une de ces explosions, cela provoquerait une énorme surtension électrique dans les lignes électriques, celles qui sont encore métalliques. Donc, si nous avons un câble à fibre optique, pas de problème. Si nous avons les lignes électriques réelles, qui sont plus métalliques, alors vous allez les détruire. Nous les ferons briller. Nous aurons des feux. Nous aurons la fonte des choses. Notre réseau électrique est le même que celui que nous avions il y a des décennies. Nous avons un peu expliqué pourquoi nous nous intéressons à l'énergie solaire des particules, car elle fait toutes ces choses ici sur Terre, technologie, météo, sismicité, nos corps, notre cerveau. Nous nous en soucions aussi parce que, dans ce que la Terre vit actuellement, une excursion géomagnétique, un décalage cyclique des pôles magnétiques terrestres, le champ magnétique terrestre s'affaiblit. Cela a un impact très minime sur la quantité de lumière qui entre, mais aussi un impact dramatique sur le nombre de particules qui entrent. Une bonne façon de voir les choses est que vous prenez deux côtés d'un aimant, d'accord, qui sont censés se repousser. Tu sais, tu essaies de les mettre et ils veulent se séparer, d'accord? C'est la force qui protège la Terre de toute cette effrayante énergie de particules chargées dans l'espace. Éclaire cet aimant avec une lampe torche. Voyez combien de lumière ce champ magnétique arrête. Pratiquement aucun. Pratiquement aucun. Mais les champs magnétiques et les particules, si vous essayez de projeter une particule qui serait repoussée par là, elle ne passera jamais. Sauf si vous affaiblez l'aimant, alors ils vont commencer à passer. Et donc ces corrélations avec la technologie, avec nos corps, avec la météo, avec les tremblements de terre, avec la façon dont le monde tourne même. Toutes ces connexions ne sont pas seulement réelles, elles devraient avoir du sens pour vous maintenant. Puisque vous savez comment cette énergie entre et ce qu'elle fait aux choses présentes, à l'eau, au métal, etc. Tout cela est amplifié parce que le bouclier, la seule chose qui nous empêche de nous et de ces particules, s'affaiblit, laissant entrer de plus en plus d'entre elles. Ce que vous voyez ici, c'est une liste assez approximative mais relativement précise de ces excursions géomagnétiques, les déplacements rapides des pôles. Il y a un certain côté étrange car beaucoup dépend de la datation isotopique, ce qui est en grande partie un désastre. Par exemple, en vert, nous avons l'excursion du lac Mingo il y a 24 000 ans. Si vous consultez la littérature évaluée par des pairs, vous trouverez tout ce qui date de 21 à 36 000 ans. Pour Mono Lake, qui date de 36 000 ans, on obtient tout ce qui va de 26 à 40 000 ans. Il y a deux événements le champ sur cette liste. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, de nombreux géologues pensent que ce n'était qu'un seul. On regarde n'importe quelle puce de données, il y a clairement une grosse chute, puis une autre chute environ 6000 ans plus tard. Cela se produit environ tous les 6000 ans. Et l'une des choses les plus étranges, c'est qu'on comprend généralement qu'il est plus difficile de les repérer plus on remonte dans le temps. Et pourtant, le dernier à être officiellement reconnu est celui d'il y a 6000 ans, le plus récent, celui qui devrait être le plus facile à voir. Il y a une chute d'intensité paléovisible dans toutes les données du champ magnétique. Pendant des années, nous appelions cela l'événement Noah. Il y a eu une confirmation très forte il y a environ 1 an et demi provenant de la région de Tianchi en Chine. J'ai donc commencé à l'appeler la région de Tianchi. Depuis, j'ai constaté que les géologues ne font pas la même chose. Peut-être revenons-nous à appeler l'événement d'il y a 6000 ans l'événement Noah. Mais ce que nous appelons cela n'a pas vraiment d'importance. Et que ce soit 6000 ou 6100 contre 5721 n'en est pas non plus important. Parce que quel que soit ce chiffre réel, il est très répétable dans les données. Il y a cette distance exacte dans le temps entre ces couches de catastrophes.
Nous sommes exactement à cette distance du dernier en termes de sédiments. Quand on regarde dans le temps, oui, 6000 ans, 6000 ans, on est parfaitement arrivé dans le temps. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Nous allons entrer un peu plus dans les détails, mais les pôles magnétiques de la Terre bougent et le champ magnétique terrestre, ce bouclier qui bloque toute l'énergie des particules, s'affaiblit à nouveau pile à temps. Peut-être que c'est juste une coïncidence. Peut-être que ça n'a pas d'importance. Ou peut-être que ça a vraiment, vraiment de l'importance. Je vais lancer ça ici. Et si vous voulez une capture d'écran, prenez une photo, peu importe. Ce sont les principaux articles récents qui décrivent s'il s'agit ou non d'un événement de niveau extinction d'avoir un décalage des pôles magnétiques, une excursion géomagnétique. C'est un balayage complet. C'est un balayage complet. Si l'on remonte 20 ans, 30 ans en arrière, il y a eu des échanges et des désaccords. C'est un balayage complet maintenant. Tout le monde reconnaît que c'est un désastre total. Et la raison est essentiellement le changement du champ magnétique terrestre. Maintenant, à gauche, vous pouvez voir à quoi ressemble le champ magnétique terrestre lorsqu'il est fort. Et cette couleur jaunâtre, verdâtre, claire, c'est la protection que nous recevons contre le Soleil, que vous devez imaginer comme étant hors de l'écran à gauche. Mais sur le côté droit de cette image, vous pouvez voir que nous n'avons pas ce vert jaunâtre plus vif. En fait, tout est désordonné. Ce n'est pas propre. Et en fait, regardez où les vraies lignes blanches se connectent à la Terre centrale. Pas au pôle, mais à l'équateur, un décalage de 90 degrés et un affaiblissement du champ magnétique terrestre. La raison pour laquelle la plupart de ces articles affirment qu'il s'agit d'un événement de niveau extinction, c'est à cause de l'ozone. C'est absolument un gros enjeu, mais ce n'est pas toute l'histoire. Voici ce qui se passe. La couche d'ozone au-dessus de notre tête, que fait-elle? Elle nous protège de la forme la plus dangereuse de lumière ultraviolette. Oui, la lumière ultraviolette est nécessaire pour la photosynthèse, pour notre peau, la production de vitamine D, pour beaucoup de choses ici sur la planète. Mais cette portée effrayante tuerait pratiquement tout sur la planète si on la laissait passer complètement. C'est là que l'ozone entre en jeu. L'ozone qui nous protège de ces rayons UV dangereux n'est plus le même que celui qu'il y avait il y a un an. Et ce ne sera plus le même ozone qu'il y a dans un an. La couche d'ozone est en état constant de création et de destruction. C'est un équilibre. La lumière du soleil, l'énergie lumineuse, crée la photoionisation et les processus photochimiques qui engendrent l'ozone. Mais ces particules solaires frappent et détruisent l'ozone. Normalement, c'est un assez bon équilibre. Cependant, à mesure que le champ magnétique terrestre s'affaiblit, rappelez-vous qu'il ne laisse pas entrer beaucoup plus de lumière, mais il laisse entrer beaucoup plus de particules. Ça détruit l'ozone. Nous avons cette surcharge de ces particules à mesure que le champ magnétique terrestre s'affaiblit, et nous avons une perte générale d'ozone. Il ne disparaît pas complètement, mais il s'épuise suffisamment pour que cette gamme d'ultraviolets effrayantes devienne désormais un problème. Alors regardons ceci juste ici. Les particules détruisent l'ozone. Cela augmente la lumière ultraviolette capable de pénétrer. Cette lumière ultraviolette peut aussi agir sur les nuages, sur les températures de surface, sur les océans. Ainsi, à mesure que ces particules détruisent l'ozone, nous avons un double impact biologique et un impact climatologique pour le monde. Mais que se passe-t-il d'autre? Parce que ces particules qui traversent, de quoi venons-nous de parler dans les diapositives vertes? Ces particules elles-mêmes sont déjà un problème climatique, météorologique et biologique, un problème de santé. Ainsi, à mesure que ces particules détruisent l'ozone, elles sont déjà un problème de météo et de santé. Mais quand ils détruisent l'ozone, il y a un temps secondaire et un problème de santé secondaire. Nous avons 4 grands problèmes sur une planète où la plupart des humains oublient qu'il n'est pas si facile de vivre et de survivre sur cette planète. La vie est dure. Si vous lancez 4 coups de surprise, 2 climatologiques, 2 biologiques au monde, vous allez avoir des mortalités majeures. C'est pourquoi tous ces documents sont désormais d'accord, victoire sans faille. Et même s'il y a cette double dose d'une attaque climatologique et une double dose d'attaque biologique, les animaux ne sauront pas où ils vont.
Tout le monde sait que les oiseaux utilisent le champ magnétique pour la migration, mais cela va bien au-delà. Des mammifères, environ 1000 créatures marines différentes, des insectes, des plantes. Ils l'utilisent non seulement pour la migration, mais aussi pour d'autres formes de navigation vers les zones de chasse alimentaire, vers les zones de reproduction. Certains mammifères, lorsqu'ils fuient un prédateur, le font de préférence le long des lignes de champ géomagnétique. Un problème de navigation lors d'une double dose de climatologie et une double dose d'assaut biologique de la Terre et du Soleil explique pourquoi tous ces articles, maintenant que nous comprenons mieux le fonctionnement de notre planète, disent tous, oui, c'est très. Et alors, c'est un événement énorme. Nous avons aussi des informations selon lesquelles ces choses sont, en fait, toutes liées comme elles en ont l'air. En fait, nous venons de dire qu'il y a 6000, et je vais défendre un harmonique plus complet jusqu'à un cycle de 12 000 ans en termes de magnétisme terrestre. Mais à sa base, il existe au moins un cycle de 6000 ans. Il existe peut-être aussi des preuves pour des modèles plus courts. Il existe un événement hydroclimatique de 6000 ans ou cycle d'événements Heinrich. Aussi, des versions plus courtes de cela, connues sous le nom d'événement d'Angarusger ou la version Holocène, un événement bon. Ce lien couleur sarcelle juste en dessous de la ligne du milieu, c'est l'article sur le cycle solaire des liaisons Heinrich, qui, bien sûr, correspond aussi au cycle géomagnétique de 6000 ans. Et pour être sûr, juste après, les meilleurs scientifiques du monde, et cela a été confirmé à plusieurs reprises au lien noir en bas de la dernière ligne, nous sommes sur le même cycle de 6000 ans, les plus grandes super-éruptions nucléaires. Encore une fois, peut-être que tout cela n'est qu'une coïncidence. Voici quelque chose d'intéressant. C'était tiré d'un article récent. Maintenant, en plus de toute cette confusion isotopique sur le moment où cet événement s'est produit par rapport à cet événement, et peut-être que cet événement était en fait cet événement, ce que nous pouvons voir en gros, c'est que lorsque vous regardez des empilements individuels, c'est un phénomène récurrent. Nous avons une confusion similaire quant au moment où l'événement moderne a réellement commencé. Si l'on regarde ce graphique ici, il semble suggérer que le décalage moderne des pôles magnétiques a en réalité commencé il y a environ 300 ou 400 ans, et que nous avons perdu environ 55% du champ. Mais ça remonte vraiment, tu sais, descend du sommet que tu vois là-bas. Et il est beaucoup plus bien compris que le grand changement, le début majeur du mouvement du champ magnétique terrestre et de la perte du champ magnétique terrestre a eu lieu en 1859. Chaque année, ça allait changer un peu dans ce sens, un peu dans cet aspect, un peu dans ce sens. En l'an 2000, ce changement était arrivé au point où les pôles magnétiques, du moins le pôle Nord, se déplaçaient à 20 km par an. Et nous avions perdu 10% du champ magnétique terrestre en seulement environ 150 ans. Puis 2006 arrive. Il y a une accélération majeure. Nous passons de 5% de pertes par siècle à 5% par décennie, et nous commençons à voir les pôles magnétiques courir à environ 40 km par an. Sautons jusqu'en 2010. Nous sommes maintenant descendus à 15% de perte totale sur le champ selon la mission ESA Swarm. Et le responsable de mission de Swarm est venu dire, nous sommes passés de 5% par siècle à 5% chaque décennie. Nous perdons le champ magnétique terrestre 10 fois plus vite maintenant. Les pôles magnétiques de la Terre se préparent à basculer. Nous avons perdu 10% en 150 ans et encore 5% en seulement une décennie, ce qui signifie que perdre ces mêmes 10% prendrait 20 ans, ce qui avait pris 150 ans auparavant. Nous avons observé des accélérations plus modérées via deux secours géomagnétiques entre 2015 et 2018. Et puis en 2019, tout cela alors que les experts nous disaient que les pôles magnétiques allaient rester lents, comme s'ils allaient ralentir. Ils ne vont pas continuer comme ça. On n'aura pas de déplacement de poteaux. Tous les modèles magnétiques du monde, qui sortent les années se terminant par 5 et 0, disent tous que cela va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Mais en 2019, cela s'était accéléré et avançait très vite.
Ils devaient livrer la toute première mise à jour hors cycle, pas sur une année se terminant par 5 ou 0. Ils ont dû faire cela en 2019 car ils ne pouvaient pas attendre cette année supplémentaire. GPS, militaires, gros commerce, compagnies aériennes, ça allait commencer à tout affecter. Ils devaient faire ça. Ils ont dû rééditer le modèle magnétique mondial un an plus tôt en raison de la rapidité des changements du champ magnétique terrestre. Puis les choses ont empiré parce que ce que nous avons ici sont deux des articles les plus importants. Et je vais vous montrer ces éléments car ce sont les mises à jour récentes et critiques. Nous allons commencer en 2022. Il y a eu une accélération majeure menant à une anomalie magnétique majeure en 2023. C'est de cela que parle le document de gauche du docteur Sergei Simonenko. C'est lui qui a identifié qu'il y avait eu une anomalie majeure survenue début 2023. Et cela avait vraiment fait tourner l'horloge et le champ magnétique terrestre avait commencé à aller encore plus vite. C'est à ce moment que les événements auroraux ont commencé. Ceux qui sont ici sur la chaîne depuis un moment, c'est en avril, mars ou avril 2023 que nous avons commencé à se dire « Eh, les gars, regardez, ce que le Soleil dérange, le vent solaire qui impacte la Terre, aucune de ces choses ne peut expliquer à quel point ces bananes sont dérangées. » Les aurores le sont. Rien de tout cela ne peut expliquer l'indice KP élevé. Rien de tout cela ne peut expliquer le fait que nous voyons sans cesse des aurores de basse latitude, ce qui est non seulement anormal, mais aussi le fait que ce que le Soleil nous envoie est légèrement inférieur à ce qu'il fallait autrefois pour voir ces aurores de basse latitude. Il se passe quelque chose de très étrange. Ils arrivent plus souvent à cause de moins d'incitation. C'est un peu comme imaginer si, avec le temps, ceux d'entre vous qui aiment boire quelques bières et regarder le football, imaginez qu'avec le temps vous attendiez à boire de moins en moins de bière et à vous sentir de plus en plus heureux à la fin de la soirée. Ce n'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Exact. Mais c'est ce qui se passe avec les aurores terrestres. La Terre reçoit de moins en moins, mais elle devient de plus en plus pompette à la fin de la nuit. Alors, que se passe-t-il ? L'interface, dans ce cas la tolérance de l'individu, est pour une raison quelconque qui touche le sol. La tolérance magnétique de la Terre à l'énergie électromagnétique de l'espace touche le sol. Ensuite, nous avons eu un saccade géomagnétique dans 2024, et dans 2025, nous avons une dégradation précoce du modèle. La dernière fois qu'ils ont dû faire la mise à jour hors cycle du champ magnétique, le modèle a été publié en 2015. Ils allaient en sortir un autre dans 2020. Ils ont dû le faire un an plus tôt. Ils ont publié le modèle 2025. En mai 2025, il y avait une dégradation majeure. 6 mois après la sortie, qui avait techniquement lieu en décembre 2024, donc c'était 6 mois jusqu'en mai 25. 6 mois, et nous constatons une dégradation majeure. Les anomalies aurorales et atmosphériques se poursuivent, en particulier l'amélioration de l'écho mésosphérique polaire durant l'été, qui n'a rien à voir avec le CO2. Le blob froid de l'Atlantique Nord et sa connexion avec l'AMOC, le processus de fermeture des océans confirmé. Les anomalies de géodésie, en particulier avec le tremblement de Chandler, quelque chose qui ne devrait pas être aussi variable, ont disparu un moment. Une fonction critique de la dynamique et des caractéristiques de rotation et de physique de la Terre a simplement disparu pendant un temps. Et nous voilà au début des 2026. Les événements auroraux se poursuivent déjà. On n'est même pas, et nous n'étions même pas 3 semaines complètes en janvier que le premier grand événement auroral vers le sud a eu lieu. Ils étaient de nouveau visibles en Floride. Et nous voyons encore plus d'anomalies géodésiques avec le vagabond polaire. Il y a quelques personnes sur X qui suivent ça, et rien ne semble normal sur la planète pour l'instant. Notre planète est méconnaissable géodésiquement, auroralement, atmosphériquement, électromagnétiquement, ionosphériquement. Et puis on regarde les gens qui vivent ici. Tout ce matériel pour 2025, c'est dans le journal à droite, au fait. En gros, ce qui a pris 4 ans pour la première sortie hors cycle, et qui a été spectaculaire, cela ne devrait jamais arriver. Il ne devrait jamais avoir à sortir un
Modèle magnétique mondial hors cycle. On y est quasiment, sauf que cette fois, ça n'a pas pris 4 ans. Cela a pris environ 6 mois. Quand on décompose cela, quand on réalise que nous avons perdu 5% du champ magnétique terrestre par siècle, alors nous avons accéléré à 5% par décennie, et comment nous avons continué à accélérer même si cela ne nous a pas donné de nouvelles marques sur ce que nous avons perdu. En gros, cela extrapole la courbe. Je ne pense pas que le vert ou le rouge soit probable. Je pense que le jaune est assez probable. Mais essentiellement, quand on extrapole la courbe, il faut deviner, d'accord, quand est la prochaine accélération? Est-ce que ce sera une accélération modérée, une accélération majeure? Quand est-ce que la grande accélération nous fait passer par-dessus le bord? Ce sont des questions auxquelles aucun humain ne pourrait réellement répondre. Mais avec des mathématiques simples, nous savons que les lignes vertes et rouges créent les limites de ce qui est possible. Ainsi, la ligne jaune, quelque part dans les années 20-40, semble être le moment où nous devrions nous attendre à ce décalage magnétique du pôle. Et donc, ce qui est important pour vous rappeler maintenant, c'est que ce cycle existe. Nous sommes en attente maintenant. Elle a commencé. Cela s'accélère, et c'est un événement de niveau extinction. Maintenant, c'est là que les choses deviennent un peu intéressantes. L'histoire pourrait s'arrêter là. On pourrait simplement dire, écoutez, les données sont très, très claires. Cela semble arriver très souvent en histoire géologique. Le calendrier suggère que nous devons accoucher maintenant. Nous le voyons en ce moment. Ça devient de plus en plus rapide. Tous les meilleurs scientifiques du monde affirment que c'est un événement majeur de niveau extinction, surtout parce qu'il faut réfléchir à tout cela. Il y a la double dose de climatologique, la double dose de biologique, alors que les animaux ne peuvent pas naviguer, et en même temps, les humains vont perdre le réseau électrique, car nous perdons tout cela. Et donc, alors que le règne animal s'effondre tout autour de nous, beaucoup d'entre vous ont probablement entendu parler de cette échelle de la chaîne alimentaire, et il suffit de faire tomber un petit barreau de l'échelle, et toute l'échelle s'effondre. On a des plantes, des insectes. Je n'ai même pas abordé les microbes et les choses comme le plancton directement affectés par cela. Nous parlons de montée et descente, et de tous les côtés de la chaîne alimentaire qui s'effondrent en même temps. Et tout cela pendant que les systèmes technologiques de la Terre ne sont plus valables pour les humains. Nous n'avons pas d'électricité. J'ouvre le robinet, rien ne sort, et si c'était le cas, tu ne voudrais pas en boire car il n'y a pas d'électricité à la station d'assainissement de toute façon. Qui sait ce qui passe par ce tuyau? Il n'y a rien au magasin. Il n'y a rien à la banque. Il n'y a rien à la station-service. Juste toi et 7 milliards d'autres personnes affamées. On pourrait arrêter l'histoire là. Et j'espère qu'il y aura suffisamment d'inquiétude pour que vous pensiez que cela compte. Mais cela compte en réalité bien plus que cela car ce n'est pas seulement la Terre. Il existe des preuves que ce décalage magnétique qui touche notre planète se produit dans tout le système solaire. Nous avons certains domaines où nous avons des preuves directes et d'autres des preuves indirectes, et c'est là qu'il est important que vous ayez prêté attention dès le début à la compréhension de pourquoi nous nous intéressons à l'énergie des particules. Parce que si vous comprenez comment cette énergie des particules solaires, directement influencée par l'état magnétique d'une planète, est forte, faible, alors vous serez capable de reconnaître ce qui se passe ici. Commençons donc par les preuves directes sur le Soleil. Nous avons des preuves directes de l'évolution des champs magnétiques du Soleil, les champs magnétiques coronals. La couronne, c'est ce qu'ils appellent l'atmosphère du Soleil. Alors que ces champs changent de manière à laquelle ils ne devraient pas changer, l'abondance d'hélium dans l'atmosphère solaire évolue, et elle est directement liée à ces changements du champ magnétique. Nous avons donc ici une preuve directe d'un état magnétique changeant du Soleil alors qu'il y a un état atmosphérique changeant sur le Soleil. Sur Jupiter, il y a énormément d'anomalies atmosphériques, des bandes nuageuses qui apparaissent ou disparaissent. La grande tache rouge était en train de mourir. Red Junior est né. Ils ont découvert de nouveaux courants G se formant à Jupiter. Mais surtout, l'émission radio du champ magnétique de Jupiter est en train de changer.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, les électrons pris dans le champ magnétique surpuissant de Jupiter sont accélérés si rapidement qu'ils chantent en réalité dans les ondes radio. Et ces éléments ont toujours été très constants. Pour revenir aux études de Nelson dans les années 1910 et 1920, il pouvait détecter ces signaux radio venant de Jupiter, et ils étaient très constants jusqu'à 2012, quand ils ont commencé à changer. Maintenant, deux choses auraient pu arriver. Soit la nature d'un électron a changé à Jupiter et nulle part ailleurs, nous savons qu'elle n'a pas changé ici, soit peut-être qu'une particule fondamentale de physique subatomique n'a pas changé. Ce qui changea, c'était son accélérateur, le champ magnétique commença à changer, ce qui le fit chanter une chanson différente. Nous avons aussi vu une preuve intéressante depuis, Jupiter. Il y a aussi la première lune qui réagit. Io a eu une éruption supervolcanique au pôle sud, qui, si on la ramenait à la taille des autres planètes, serait la plus grande éruption volcanique de l'histoire de notre système solaire. Je suis sûr que c'est aussi une coïncidence. Uranus est un sujet intéressant. Pendant un temps, il n'était pas dans cette catégorie de preuves directes car tout ce qu'il avait, c'était des aurores et des activités de tempête enregistrées. Deux choses auxquelles on s'attendrait si son champ magnétique s'affaiblissait, n'est-ce pas? On s'attendrait à plus de ces aurores, et on s'attendrait à plus d'activités de tempête record. Mais aussi, il y a eu une étude récemment publiée où le télescope James Webb a pu suivre les nuages, et ils ont pu, pour la première fois, déterminer parfaitement la vitesse de rotation d'Uranus. Et dans cet article, ils expliquaient à quel point c'était génial parce qu'avant cela, ils n'avaient pas pu suivre avec précision la vitesse de rotation d'Uranus à cause de ses pôles magnétiques qui se déplacent, ce qui rendait cela impossible. Et ils ont littéralement glissé ça dedans. Il n'y avait aucun article à ce sujet. Il n'y a pas eu d'annonce majeure. Seuls les pôles d'Uranus bougent, donc nous ne pouvons pas savoir ce qui s'y passe. Mais c'est la preuve indirecte qui vous oblige à activer votre cerveau. Allons sur Vénus. Vénus, grandes anomalies du vent. Grandes anomalies du vent. Ces vents les plus rapides sont maintenant 33% plus rapides que la première fois que nous avons regardé. Sur Terre, nous n'avons même pas encore atteint une augmentation de 3 à 4% de la vitesse du vent. Mais nous savons que la vitesse du vent est l'un de ces éléments qui peuvent être affectés par cet apport électromagnétique du Soleil, surtout si ce qui se dresse sur son chemin, les boucliers magnétiques et ioniques d'une planète, tient ou change. Mars. Mars a plus d'anomalies que la Terre. Le changement climatique sur Mars, bien plus que sur Terre. Il y a des anomalies sismiques sur Mars au point qu'ils ont récemment remarqué que l'activité sismique augmentait, devenait de plus en plus grande que ce qu'ils pensaient réellement possible physiquement sur la planète rouge. Et maintenant, si vous regardez, et si vous cherchez cela, ils croient maintenant que le manteau de Mars est vivant et actif, alors qu'ils pensaient que c'était une planète géologiquement morte pour toujours. Et ils essaient d'expliquer pourquoi ils se sont autant trompés auparavant alors que la réponse est probablement juste que ça se réveille. Il n'existe aucune preuve contraire à l'idée que c'était une planète morte, qu'elle était un intérieur endormi. Mais il est désormais très clair que Mars est vivante et active. Pas étonnant qu'Elon veuille tant y aller. Saturne est un bon exemple. Nous venons justement d'avoir une mise à jour à ce sujet il n'y a pas si longtemps. Nous avons donc pu voir Saturne dans des télescopes pendant très longtemps. Et Galilée a en fait repéré la première supertempête sur Saturne. C'était dans l'hémisphère nord. Et ce qu'il réaliserait plus tard, c'est que cette supertempête allait survenir sur l'hémisphère nord de Saturne tous les 30 ans pile. Et puis ils ont découvert qu'à ce moment-là. Ce qui, je veux dire, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, l'orbite de Saturne est exactement de 30 ans. Cela se passait au moment où Saturne était le plus proche du Soleil. Ce n'est pas un cercle parfait, son orbite, et c'est au point où elle est la plus proche du Soleil que cela s'est produit. L'énergie solaire la plus élevée arrive et la tempête apparaît. C'est juste arrivé une décennie plus tôt. Comment cela pouvait-il être possible? Pour la première fois, ça apparaît juste une décennie plus tôt. Eh bien, si le champ magnétique de Saturne s'affaiblit et laisse entrer plus d'énergie solaire, peut-être qu'assez d'énergie solaire supplémentaire est entrée pour déclencher cette tempête plus tôt,
alors qu'en réalité cela aurait pris un peu plus de temps. Neptune. Neptune. Nous avions le schéma de renversement de la tempête. Tout comme sur Terre, les ouragans se forment au large des côtes africaines et foncent vers l'ouest en direction des Amériques. Vous ne voyez pas des ouragans se former au large de Myrtle Beach et plonger vers le sud en direction de l'Afrique, n'est-ce pas? Ce n'est pas censé être physiquement possible. Sur Neptune, cela vient d'arriver. Nous avons pu observer les motifs de tempête sur Neptune depuis un certain temps, et ils se sont simplement inversés. Ce qui, si vous prenez l'impact électromagnétique sur les vents, les tempêtes et la météo, vous commencez à vous dire « Oh, d'accord. » Et si cela arrivait sur Terre? Mais surtout, les aurores se répandent à travers l'équateur de Neptune. Si tu veux prendre le poste, d'accord, Ben, oui, très bien. Le Soleil a un impact aussi important sur l'atmosphère d'une planète. Vous voulez affirmer que Neptune montre des signes de son champ magnétique, de son propre retournement du pôle, ce qui explique pourquoi la tempête s'est inversée. Qu'est-ce que tu as d'autre? Ne t'attendrais-tu pas à voir d'autres choses? Oui, je m'attendrais à une chute spectaculaire de la température de la planète, comme nous l'avons vu sur Neptune. Et je m'attendrais à ce que l'aurore soit non seulement surdimensionnée, mais qu'elle ne soit pas dans les régions polaires. Je m'attendrais à ce qu'elle traverse l'équateur, ce que James Webb a montré il y a seulement quelques mois. Et donc nous avons la Terre, et nous savons que nous avons ce cycle. Ce n'est probablement pas un hasard si nous sommes parfaitement à temps. Ça se produit, et ça s'accélère en ce moment. Ce ne sont probablement pas des coïncidences. Mais ensuite, on regarde le Soleil, nous regardons Jupiter, nous regardons Uranus. Nous avons des preuves directes qu'ils subissent aussi des changements magnétiques. Sur Uranus, nous savons qu'il s'agit d'un véritable décalage des pôles magnétiques. Les anomalies du vent de Vénus. D'accord, beaucoup de choses pourraient être la réponse. Mais ce qui pourrait aussi être la réponse, c'est qu'il y a plus d'énergie solaire qui s'infiltre. Anomalie géo- et climatique de Mars. D'accord, il pourrait peut-être y avoir des extraterrestres qui font de la géo-ingénierie depuis le noyau de Mars. Je ne sais pas, je ne suis pas là. Il se pourrait aussi que plus d'énergie solaire entre sur Mars. Super tempête de Saturne. Qui sait? Peut-être que Jésus n'a pas eu envie d'attendre une décennie de plus et a simplement lancé la super tempête sur l'hémisphère nord de Saturne. Ou peut-être qu'il perd son champ magnétique et que la quantité nécessaire d'énergie solaire a pu entrer plus tôt qu'elle ne l'aurait fait autrement. Peut-être que Neptune ne suit pas les mêmes règles de la physique et de la science que tout le reste dans l'univers. Ou peut-être qu'il y a des aurores à son équateur et que ces tempêtes s'inversent, la planète plonge dans le gel parce qu'elle subit aussi un déplacement magnétique des pôles. Pluton. Pluton a perdu un cinquième de son atmosphère en 2019. Pourquoi Mars n'a-t-elle pas d'atmosphère? Que se passe-t-il pour la Terre si nous perdons notre champ magnétique? Comment pensez-vous que Pluton a perdu un cinquième de son atmosphère en un an? Il y a soit 1 million de choses différentes qui se passent pour prendre en compte tout cela, soit il n'y en a qu'une seule. Mais encore une fois, et désolé d'être un disque rayé, c'est peut-être juste une coïncidence. Si tout le système solaire est impacté magnétiquement, alors il faudrait aussi supposer que ce n'est pas seulement un cycle terrestre et que ce n'est pas une simple coïncidence aléatoire que tout le système solaire subisse un changement magnétique qui correspond au cycle terrestre. Changer. Cela devrait être un événement cyclique qui se produit dans tout le système solaire. Mais qu'est-ce qui pourrait avoir un impact magnétique sur l'ensemble du système solaire, à part le Soleil? Et nous savons que ce n'est pas le Soleil parce que le Soleil lui-même subit aussi des impacts. Le Soleil est en train d'être changé. Eh bien, il y a quelque chose dans notre système solaire, un champ électrique spiralé, ondulant qui sépare les champs magnétiques nord et sud du Soleil dans le système solaire, et cela s'appelle la feuille de courant héliosphérique. Ils l'ont reproduit dans un laboratoire. Ils l'ont vu sur toutes les autres étoiles qu'ils peuvent étudier et à plus grande échelle aussi dans la Voie lactée et dans d'autres galaxies. À cette échelle, nous allions appeler cela la nappe de courant galactique. C'est une loi de physique, un peu comme cette règle. Et la raison pour laquelle elle est dans la Voie lactée, ils ont repéré d'autres galaxies à toutes les étoiles et qu'ils peuvent la recréer en laboratoire,
c'est parce qu'il suffit d'un système électromagnétique en rotation. En théorie, elle commencerait au moment 1 avec un plan plat à l'équateur. Au-dessus se trouvent les champs magnétiques du nord. En dessous se trouvent les champs magnétiques du sud. Mais à mesure que le système tourne, il commence à onduler et à devenir une ondulation, presque comme un aspect ondulé. Mathématiquement, ça fonctionne. Ils l'ont modélisé. Ils l'ont observé. Ceux d'entre vous qui connaissent la célèbre onde de Radcliffe, située juste derrière notre Soleil, depuis le point de vue du centre galactique, pensent désormais que sa forme sinusoïdale est aussi une conséquence de son interaction avec celui-ci. Ce qui est vraiment important là-dedans, et tout ce que j'ai dit, c'est le fait qu'il s'agit du point de séparation, le point d'inversion magnétique des champs nord et sud. Ou dans ce cas, il représente le point d'inversion magnétique galactique sous forme de feuille ondulante. Cela, parce que c'est une feuille électrique, non seulement elle porte avec elle le point de délimitation entre les champs magnétiques nord et sud, mais elle agit aussi comme un plumeur électrostatique Swiffer dans l'espace. En balayant depuis le centre, il ramasse des gaz, de la poussière et des particules, et il apporte ces choses avec lui. Nous avons donc non seulement cet impact magnétique sur l'environnement de la révolution magnétique galactique, mais aussi le dépôt de matériaux galactiques, le rejet des déchets dans ces systèmes solaires qui sont frappés par cette nappe de courant. Ainsi, ils prennent principalement la forme de ce qu'ils appellent des ions de captation interstellaires, des atomes neutres énergétiques, ou de la poussière interstellaire ou galactique. Désormais, les ions de captation et les atomes neutres énergétiques sont en constante augmentation, et nous observons des fronts de pression, des chocs de pression, des frontières magnétiques alors que Voyager et les engins New Horizons se déplacent vers la limite du système solaire. Et juste après une étude qui indiquait que nous remarquons plus de poussière qui s'accumule au sommet de l'atmosphère solaire que prévu, New Horizons, survolant la ceinture de Kuiper bien au-delà de Pluton, a remarqué qu'il y a plus de poussière qu'il ne l'aurait cru. D'où cela vient-il? Il vient avec la feuille de courant galactique. Et donc, non seulement c'est probablement la seule chose qui pourrait expliquer un changement magnétique tout entier du système solaire, non seulement nous savons que cette chose existe réellement et qu'elle balaie la galaxie, mais nous regardons autour de nous dans l'espace interplanétaire entre les planètes et nous voyons tout. Les déchets qui sont déversés dans notre système exactement au même moment. La raison du cycle catastrophe de la Terre, la raison de ces déplacements des pôles magnétiques, la raison de ce décalage magnétique cyclique du système solaire est notre interaction avec et la prise de la réversion magnétique galactique de la feuille de courant galactique. Et bien que l'impact de cette feuille de courant galactique soit ce décalage magnétique des pôles ou ce changement magnétique intrinsèque de tous les objets qui subissent l'inversion magnétique galactique, ce qu'elle fait au Soleil est le plus important car il commencera à s'assombrir. Le Soleil deviendra rouge puis le Soleil deviendra noir à mesure que l'activité électrique à la surface du Soleil commencera à s'arrêter et que la poussière et autres matériaux s'accumuleront de plus en plus dans l'atmosphère solaire. Mais nous ne passons pas beaucoup de temps dans l'état de retournement, puis l'activité électrique se rallume alors que nous entrons dans l'autre moitié des champs magnétiques galactiques, ravivant tous ces processus solaires et projetant cette couche extérieure de poussière et de plasma comme un serpent qui se dégage violemment. Hors de sa peau. C'est la micronova solaire et c'est ce qui ponctue, ce qui conclut le zénith du cycle des catastrophes terrestres, du moins le début du zénith du cycle des catastrophes terrestres. En ce qui concerne les preuves, nous commençons bien sûr par les preuves géologiques, qui nous ont été en grande partie présentées de la manière dont nous les voyons aujourd'hui par Doug Vogt. C'est l'individu, aujourd'hui décédé, que repose en paix, qui est retourné à tous ces articles vieux de 110 ans dans la science, dans la nature, et a suivi la science jusqu'aux années 30, 40,
voire 50, montrant que de tous les isotopes et de tous les le matériel que vous trouvez sur Terre, il y en a quelques-uns qui n'ont pas beaucoup de sens à moins de commencer à penser différemment. Ce sont des isotopes de niveau nova avec des demi-vies courtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que la foudre, la météorite, l'éruption volcanique, vous ne créez pas cet isotope d'atome autrement qu'une étoile. Il faut une nova sinon on n'obtient jamais cet isotope. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. La courte demi-vie signifie que si cela s'était produit il y a très, très longtemps, cela aurait disparu. Nous ne le verrions pas. Donc ça ne peut pas être si vieux. Cet isotope, qui devait être fabriqué lors d'une explosion d'étoiles, ne peut pas être aussi ancien. Et donc, lorsque ces isotopes de nova spécifiques apparaissent, nous ne parlons pas de certains isotopes d'aluminium. Nous ne parlons certainement pas du fer 60 au fond de l'océan. Cela a peut-être été là depuis 50, 60, 80 millions d'années. Mais lorsque ces isotopes à très courte durée de vie se trouvent préférentiellement dans les os fossiles, dans le bois pétrifié, dans le verre noir qui se trouve aussi dans ces couches de catastrophes où la magnétite s'inverse, montrant que le pôle magnétique s'est inversé, où se produit toute la mort, où toutes les questions climatologiques prennent en compte. Place. Les fossiles supplémentaires, les étranges problèmes climatiques, le changement de magnétisme, ce sont aussi les couches où l'on trouve ces isotopes de niveau nova à demi-vie courte, ce qui suggère en gros que cela fait partie de ce cycle également, ce qui serait l'une des seules façons d'expliquer toute l'Antiquité. Et même les récits religieux de peur du soleil rouge, du soleil noir. Cela n'a pas de sens, et nous n'allons pas opter pour des éclipses sur ce sujet. Il parle spécifiquement de ce qu'étaient les éclipses, et il pouvait prédire des éclipses. Ils n'avaient pas peur des éclipses pour la plupart. Ils étaient terrifiés par autre chose venant du Soleil. Mais lorsqu'il s'agit de ces données géologiques très anciennes où l'on regarde des choses microscopiques ou où l'on essaie d'interpréter ce qui passait dans l'esprit d'un humain ancien il y a plusieurs milliers d'années, cela ne peut pas vous mener bien loin. Alors, revenons au présent et disons, d'accord, est-ce que le Soleil pourrait avoir une micronova? Peut-être. Ces isotopes pourraient-ils venir d'ailleurs, d'une autre étoile? Et c'est là que la science grand public tient toujours bon. C'est la colline sur laquelle ils vont se défendre, car ils disent que ces substances sont soit des restes de la création du système solaire, soit elles proviennent d'autres étoiles. D'autres stars explosent, et nous prenons ce matériel. Le problème, c'est que certains de ces isotopes auraient disparu s'ils existaient avant la création du système solaire, non? Donc celle-là est hors de question. Alors, cela pourrait-il venir d'autres étoiles? Ils envoient ces explosions. Comment sont-ils concentrés dans les couches de catastrophes? Comment une nova lointaine pourrait-elle provoquer un déplacement du pôle magnétique? Et comment toutes ces étoiles différentes pourraient-elles s'activer au bon moment pour créer un cycle aussi parfait ici sur Terre? Et pendant que la lumière, vous savez, arrive ici, vous savez, l'étoile la plus proche de nous est Proxima Centauri. Light met 4 ans à faire des allers-retours. Si Proxima Centauri explosait, il faudrait des millions d'années avant que les particules n'arrivent ici. Donc toutes ces étoiles s'allument. Leurs particules mettent des millions d'années à arriver ici, sans que leur demi-vie expire. Et ils arrivent au moment parfait où le pôle magnétique de la Terre se déplace lors des cycles de catastrophes. Ou alors le Soleil en fait partie aussi. Et le Soleil connaît un cycle de catastrophes récurrent. Ensuite, bien sûr, nous avons l'emprisonnement magnétique de boules poussiéreuses par un vestige de supernova où ils ont découvert que la poussière à laquelle ces isotopes s'accrochent ne peut en réalité pas s'échapper du reste. Pensez à tous les restes de supernova que vous avez jamais vus en photo. Ont-ils l'air de se dissiper lentement dans l'espace? Ou bien semblent-ils avoir une forme confinée et bien définie?
Ces isotopes ne pouvaient pas venir d'une autre étoile. Ils sont piégés dans le reste de la supernova. Ces isotopes ici sur Terre, ils viennent du Soleil. Ce qui aurait dû être évident étant donné qu'ils ne se trouvent que dans ces couches de catastrophe. Et ce n'est pas possible si cela vient d'ailleurs. Le timing est trop parfait. Cela prendrait trop de temps. Magnétiquement, ils ne peuvent de toute façon pas sortir du reste de la supernova. La seule réponse restante est le Soleil. Alors, comment créer un événement nova récurrent? Parce que ce ne serait pas une supernova. Et je sais que la plupart des gens pensent à la supernova, à la mort de l'étoile, quand ils entendent le mot nova. Plus de 99% des événements de nova ne sont pas des supernovas. Des bouffées ou des pops dans toutes les directions comme une version miniature. Et puis ils peuvent recommencer, une nova récurrente. C'est la grande majorité. Et comment se produisent-ils? Ils connaissent deux façons. L'un est un coup de pied magnétique. Certains appellent cela le déclencheur du trou noir. Ils remarquent une augmentation des événements de nova sur des étoiles qui s'approchent trop du centre galactique, ce qu'ils appellent un trou noir supermassif, ce qui prend le coup magnétique ou l'impact magnétique de ce trou et déclenche un événement de nova. Le plus courant, et bien plus compris plus longtemps, serait l'accrétion, l'agrégation de matériaux. Leur version préférée de cela est quand une étoile aspire du matériel d'une autre étoile. Et c'est comme si on le pimentait puis éternuait. C'est peut-être une bonne façon de le dire. Ce qui se passe réellement, c'est que ce matériel arrive. Ça bloque les voies d'énergie qui sortent, un peu comme si tu posais ta main sur la bouche d'aération. À terme, il y aura une pression accumulée sous cette bouche d'aération. Mais ils ont vu des étoiles qui n'ont pas de binaire dégénéré. Ils ont vu des étoiles errer dans des nuages sombres de poussière moléculaire et commencer à éternuer. Et donc la grande majorité est un système binaire qui aspire du matériel. Mais en général, il y a cette accumulation. Si vous pouvez déverser de la matière sur une étoile ou lui donner un coup magnétique, il y a de fortes chances qu'elle provoque un événement de nova. Déverser du matériau sur l'étoile ou donner-lui un puissant coup de pouce magnétique. Comme l'inversion magnétique galactique qui a apporté tous les déchets spatiaux galactiques. Ce sont deux mécanismes de nova exécutés exactement en même temps, de la seule manière qui pourrait réellement expliquer cette vision plus large dont nous parlons actuellement. Je ne vais pas dire que c'est peut-être une coïncidence, car à ce stade, il faudrait être fou pour y croire. Alors laissez-moi continuer à empiler les choses qui ne sont pas des coïncidences, si je peux me permettre. Il y a donc eu un problème avec la feuille de courant galactique en physique galactique, cette chose ondulante et ondulante. Ça devrait s'arrêter à mi-chemin. Les calculs indiquent que cette instabilité de Parker, semblable à une vague, doit être réprimée. Cependant, il l'observe s'éloigner au-delà des étoiles visibles. Il n'est pas arrêté à mi-chemin de la galaxie. Elle va au-delà de l'endroit où la plupart des yeux visuels diraient que la galaxie s'arrête, et ici ils ont enfin compris comment. C'était lors de la conférence de physique de l'APS à Pittsburgh 2021. Si vous pouvez introduire l'énergie de la nova directement dans cette feuille, elle peut maintenir sa flottabilité magnétique, et l'onde peut continuer. La seule façon de corriger la physique galactique est de faire en sorte que cette feuille déclenche des événements de nova pendant qu'elle passe. La seule façon d'expliquer les preuves géologiques d'où venaient ces choses et comment elles se sont retrouvées dans ces couches de catastrophes, la seule façon d'expliquer pourquoi ces personnes capables de construire des pyramides avaient peur du soleil. Les deux façons de déclencher une nova se produisent exactement au même moment grâce à ce qui peut expliquer ce qui se passe dans tout le système solaire, la seule chose qui peut expliquer ce qui se passe dans tout le système solaire, ce que nous savons exister, qu'ils ont caractérisé. Ils savent à quel point les vagues sont hautes dans la Voie lactée, et il se trouve que ça arrive. Le déclenchement de la micronova solaire explique non seulement la géologie, les histoires anciennes, cela a du sens avec les deux déclencheurs de nova qui apparaissent exactement en même temps à cause de ce qui explique ce qui se passe dans le déplacement du système solaire, mais c'est aussi la seule chose qui corrige la physique galactique.
Je suis sûr que ce n'est qu'une coïncidence. Passons maintenant à certains des arguments dissidents et contre-arguments à ce que je viens de présenter. Ils disent qu'une micronova ne peut se produire que sur une naine blanche qui aspire d'un binaire dégénéré, et à cela je réponds qu'ils ne connaissent pas la nova, ce que je dis depuis plusieurs années. Oubliez le fait que les micronovas ont été officiellement découvertes en 2022, et maintenant ils veulent nous dire « voici toutes les règles », alors qu'on me traitait de fou pour parler de micronovas dans 2019. Revenons donc à 2019. Il existe de 10 à 15 grandes classes et sous-classes d'événements de nova, nova et supernova. Vous pouvez voir la liste de plusieurs d'entre eux ci-dessous. Cela fait bien plus d'un siècle d'astronomie construite sur plusieurs siècles de ce que l'on appellerait une astronomie non civilisée. Des centaines d'années, nous avons 10 à 15 types différents de nova. Eh bien, il nous reste environ 10 types maintenant. En 7 ans, ils en ont découvert 10 autres, et ils ont découvert 5 autres événements de nova qui ne sont pas de nouvelles classes, mais sur des étoiles qui n'étaient pas censées en avoir, ou dans des scénarios stellaires où ils n'étaient pas censés avoir lieu, ce qui compte techniquement comme un nouveau type de nova kill. Je n'ai jamais vu auparavant. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque nouvelle technologie qui est lancée, elle est publiée juste après qu'ils nous ont dit « nous avons tout compris », puis de nouvelles données arrivent, et il s'avère qu'ils ne savent rien. En 29, 2020 et 2021, ils disaient que j'étais fou. J'étais un pseudo-scientifique fou marginal parce que les micronovas n'existaient pas. Oubliez une micronova solaire. La micronova n'existe même pas. Il invente juste le mot, et nous voilà, et tout le monde sait maintenant que ce sont des choses réelles. Mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'ils ne connaissent pas nova. Voici les deux mises à jour les plus importantes que nous avons eues probablement depuis longtemps, et elles arrivent toutes deux juste à la fin de 2025. En haut, le contrôle de l'inversion du champ magnétique terrestre avec le modèle de Rikotaki. En gros, il s'agissait de dire que l'environnement galactique local est responsable de l'inversion des pôles magnétiques terrestres, un impact externe à grande échelle sur le système solaire. Ce qui, soit dit en passant, affecterait plus que la Terre. Cela affecterait toutes les planètes de la manière dont nous le voyons. Cela affecterait le Soleil de la manière dont nous le voyons. Ce serait le champ magnétique galactique et un renversement déclenchant l'inversion magnétique et le déplacement du système solaire ici. Le 22-5 décembre, et pendant que cela sortait, en bas, l'une des toutes premières thèses sur la micronova. N'oubliez pas, ils ne savaient pas qu'ils existaient. Moi et les gens qui regardent cette chaîne étions les seuls à savoir que la micronova existait pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'on la découvre en 2022. Nous voilà à la fin du 2025. C'est l'une des toutes premières thèses contenant l'événement de micronova le mieux étudié. Au fait, maintenant ils en connaissent des dizaines partout, et la conclusion à laquelle ils sont arrivés est « oh, waouh, c'est vraiment difficile à voir ». Nous avons probablement manqué des centaines de milliers d'événements de micronova au fil du temps parce qu'ils sont si difficiles à repérer. Mais celle-ci, la mieux étudiée, a subi un déplacement des pôles juste avant son éruption de micronova. C'est impossible s'il s'agit d'une naine blanche qui accrète. L'accumulation de matériaux, la décharge de matériaux ne changera pas ces poteaux. Atteindre le point d'inversion magnétique galactique le fera. Et donc, nous avons non seulement l'accrétion et le coup magnétique délivré par la feuille de courant galactique, mais aussi l'environnement magnétique global qui l'impacte, tout comme cela se ferait sur Terre. Le premier article, le modèle Rikitac. Et parce que c'est ainsi que ça fonctionne, et parce que cela va déclencher un décalage du pôle solaire, puis la dernière épreuve, tout comme cette étoile, le décalage du pôle interne du Soleil se produira juste avant la micronova solaire. Au fil du temps, les coïncidences s'accumulent.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ensuite, car cette énergie solaire diminue. Elle induit jusqu'à la zone de faible vitesse où la croûte rejoint le manteau, faisant fondre instantanément cette zone de faible vitesse. Et tout à coup, la croûte n'est plus attachée au manteau. Et c'est là que l'E prend le relais. Car sur tout objet en rotation, s'il y a une pièce qui pèse plus que l'autre, elle migrera vers l'équateur. Il voudra être à l'équateur pendant qu'il tourne. Sur Terre, c'est la glace du pôle Nord et du pôle Sud. Ainsi, lorsque le champ magnétique terrestre s'effondre, lorsque la micronova solaire fait fondre la zone de faible vitesse, et que la croûte et le manteau se débloquent l'un de l'autre, la croûte commence à se déplacer, amenant ses inhomogénéités de poids, les points lourds, la glace, vers l'équateur. Ce n'est pas seulement un déplacement magnétique des pôles, un déplacement géologique des pôles. Inondations massives. Des tsunamis frappaient tous les continents. Au moins la moitié du monde va probablement mourir dans cet événement. Pour la plupart d'entre vous, l'idée que cela dépasse un décalage magnétique, que la croûte va réellement se retourner, est aussi folle qu'une micronova l'a dit il y a environ 25 minutes. Mais nous avons toutes les preuves du monde que cela est bien réel. Mon préféré est Major White, Le monde en danger, le livre de son fils, Ken White. Pour ceux qui ne le savent pas, le Major Menard White a mené le projet Nanook dans l'Arctique canadien. Leur objectif était de développer des bases, d'apprendre la navigation, de se préparer à la bataille arctique au cas où la Russie franchirait le dessus. Encore une fois, c'était dans les années 1940. Et pendant qu'ils apprenaient à naviguer, ils ont dû beaucoup étudier le champ magnétique terrestre, les pôles magnétiques, les boussoles, la navigation. Et ils ont découvert que le pôle magnétique bougeait. Et en creusant, ils ont découvert que, attendez une minute, sous cette couche, il y a ici des fossiles tropicaux. Et nous creusons et nous trouvons couche après couche de ces catastrophes cycliques et répétitives. Le Major White conservait toutes les données classifiées de la mission, du Pentagone, de la Corporation et des réunions de l'OSS. Il l'a donné à son fils, Ken White, pour qu'elle publie dans World in Peril. Ce que le gouvernement, le Pentagone, leur chien de poche, la Corporation, et le prédécesseur de la CIA, l'OSS, ont conclu, c'est qu'en une journée, lors du déplacement des pôles magnétiques, la Terre tourne de 90 degrés, exactement comme je l'ai décrit. Tout comme la physique de l'est décrit un corps en rotation avec une inhomogénéité de poids qui souhaite venir de la région polaire à l'équateur. Au-delà de cela, il y a des arbres en Scandinavie. Déterrés alors qu'un glacier fondait, la forêt a gelé il y a 13 000 ans. Les arbres n'ont pas d'anneaux. Le seul endroit au monde où les arbres n'ont pas d'anneaux d'arbres, c'est l'équateur. Parce que les cernes d'arbres sont des saisons. La croissance puis l'hibernation ne se produisent pas dans les tropiques. La seule façon d'avoir des arbres scandinaves dans le nord de la Norvège sans anneaux, c'est si cette zone se trouve aussi à l'équateur. Tout comme ce que le Major White a trouvé avec ses fossiles tropicaux dans l'Arctique canadien. Et pensez aux mammouths. Nous avons entendu parler des mammouths. Congelés si vite, la nourriture restait non digérée dans leur bouche et leur estomac. Et nous nous posons tous la question, comment congeler un mammouth aussi rapidement? Mais je demande aussi, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Parce qu'ils ont dû les déterrer dans 20, 30 pieds de neige, de glace, dans l'Arctique. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui pousse là-bas. Mais ces animaux ont gelé pendant la période glaciaire. 10, 20 degrés plus froid. Et tu vas me dire que ces choses étaient dans la région polaire, mangeant 1000 livres de végétation par jour? Il n'y a plus rien qui pousse là-bas maintenant. Ils ont dû les déterrer de 6 mètres de glace. Que pensez-vous qu'ils pouvaient manger quand il faisait 10, 20 degrés plus froid? Sauf si ce n'était pas dans la région polaire. À moins que la planète ne soit comme ça. Les mammouths mangeaient à une latitude confortable puis se sont retrouvés instantanément gelés dans la région polaire. En dehors de cela, les mammouths n'auraient pas pu être là. Que faisaient-ils là? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? On ne pourrait jamais trouver de mammouths gelés pendant la période glaciaire dans la région polaire si cette région n'avait pas été plus proche des tropiques auparavant. Nous avons les histoires du soleil qui se lève au mauvais endroit.
Nous avons les histoires de la longue nuit où la nuit semblait durer toute une journée et la tribu ne pensait pas qu'elle reviendrait un jour. Ils pensaient qu'ils allaient tous mourir de froid. Toutes ces histoires commencent à avoir du sens lorsque l'on réalise ce qu'Einstein a compris. C'est la préface d'Einstein dans le livre de Charles Hapgood. Einstein était convaincu à 100% que la Terre tournait. Il n'arrivait tout simplement pas à trouver comment faire fonctionner ça. Les preuves étaient là, et elles l'ont convaincu. Cela a convaincu Hapgood, Walker, Cuvier, Deluc, voire Newton. Les preuves sont assez claires. À propos de ce que fait la Terre et comment la Terre le fait. Et donc, après l'inclinaison de la Terre, voici à quoi nous allons ressembler. C'est si vous prenez la physique de lait et que vous déplacez la glace, et que vous la déplacez vers la région équatoriale. Et il se trouve que là où les pôles magnétiques se déplacent actuellement, cela se retrouverait dans les nouveaux pôles géologiques nord et sud lorsque la Terre penche exactement ainsi. Le voici avec la vue plate et inclinée, d'ailleurs. Certains d'entre vous vont dire des choses comme « Attendez une minute. N'y a-t-il pas de preuves publiées que la Terre n'a jamais penché ainsi, que nous n'avons pas eu de déplacement de la croûte ?» Et ils pointeront principalement du doigt cet article, l'un des plus cités, cité plus de 500 fois, et il montre effectivement qu'il n'y a eu aucune inclinaison vers la Terre à aucun moment. Mais que dit-il en orange ? Il y a une correction pour cet article. Celui-ci n'a pas été cité 10 fois, mais il montre certaines positions de pôle sur l'exact opposé de la planète à ce qu'elles avaient été initialement rapportées, ce qui montre essentiellement. Donc, si vous lisez l'article de correction et que vous voyez comment il corrige la latitude et la longitude, il est en fait indiqué que la Terre bascule périodiquement. Et pourtant, le monde entier suit le précédent, désormais corrigé. Cet article erroné est celui cité 500 fois. C'est pourquoi les scientifiques vous diront que la Terre ne peut pas le faire. Mais s'ils incluent réellement les données corrigées, il est indiqué que la Terre penche. Beaucoup d'exemples de ce genre. Qu'en est-il de la glace super vieille ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Cette glace très vieille de 2 millions d'années en Antarctique ou ailleurs. N'importe quoi. Complètement absurde. Tout d'abord, nous allons partir sur cette même datation isotopique qui pose tous les problèmes, et il suffit de regarder ce qui s'est passé sur le plateau tibétain. La même glace qu'ils pensaient avoir plus d'un demi-million d'années, plus de 500 000 ans, il lui ajoute un peu de datation krypton et âge maximal, 17 000. Il y a un autre exemple où il sortait avec un cratère créé par une météorite en Australie. Ils pensèrent d'abord qu'il avait plus de 300 000 ans. Maintenant, ils disent que cela a moins de 200 000 ans. La datation isotope est un désastre complet. Donc tout de suite, je ne veux rien entendre sur la glace vieille de 2 millions d'années. Tu ne sais pas ce que tu fais. Aucune de ces personnes n'a de. À moins que la glace ne soit datée de krypton, ils devraient littéralement jeter les résultats à la poubelle. Mais au-delà de cela, nous avons encore aujourd'hui des glaciers tropicaux en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Il existe encore des glaciers dans les tropiques aujourd'hui, 12 000 ans après le début d'une période interglaciaire chaude. Je ne pense pas que si on place l'Antarctique ou le Groenland à l'équateur pendant 12 000 ans dans une période glaciaire, ils vont fondre. Pas si nous avons encore des glaciers dans les tropiques aujourd'hui, et que c'est une période chaude. Nous ne sommes pas dans une période glaciaire. C'est une période chaude. Il y a encore des glaciers dans les tropiques aujourd'hui. Tu penses que l'Antarctique ou le Groenland vont fondre pendant une période glaciaire où il fait 20 degrés de moins ? Je ne pense pas, et je ne crois pas de toute façon à ta datation isotopique. C'est une sorte de tableau intéressant et important. Le fait qu'il y ait un cycle catastrophe, que ce soit prévu maintenant, que cela se produise maintenant, tout cela représente 99%. Le fait qu'il s'agisse d'un risque d'extinction avec ces récents articles, je dirais que tout le monde devrait considérer cela comme un plus de 90%, voire jusqu'à la fourchette de 99%.
Le moment exact, tel que je l'ai présenté, étant prévu dans les années 20-40, me permettait de le situer autour de 90%. Même chose pour le déclencheur galactique. Trop de pièces à moins que vous ne pensiez que nous avons littéralement empilé 9 ou 10 coïncidences sans rapport les unes sur les autres, et que ce ne sont que des coïncidences sans rapport. Oui, c'est ce déclencheur galactique. C'est l'inversion magnétique galactique. Le fait que ce soit une micronova solaire plutôt qu'une super éruption, superflare, 70-80%. Et puis, en descendant avec la Terre qui tourne, l'angle d'inclinaison que je suggère, l'angle d'inclinaison de certains autres individus dans cet espace, par exemple Roger Cunningham, connu sous le nom de sceptique éthique, croit aussi qu'il y aura une inclinaison d'environ 90 degrés. Je crois qu'il dit que c'est un peu décalé de 90 degrés. Mais essentiellement, c'est essentiellement comme un demi-tour ou un quart de tour, selon comment on le voit. Et au lieu que les nouveaux pôles nord et sud dans mon modèle soient le golfe du Bengale et près de l'Amérique du Sud, il pense que les nouvelles régions polaires seront l'Afrique et quelque part au milieu de l'océan Pacifique. Tout cela, comme vous le voyez, nous descendons. Là-bas, le pourcentage de certitude baisse, mais ce n'est pas aussi important que ce que vous avez là-bas, n'est-ce pas? Parce que le fait que nous ayons ce cycle de catastrophe, que nous soyons arrivés à temps, que cela se passe en ce moment, que cela s'accélère, et que cet événement soit de niveau extinction, devrait suffire à tout ce dont on a besoin pour vraiment commencer à se soucier de ce qui se passe en ce moment. Je m'appelle Zach Vouret. On m'appelle le lanceur d'alerte Google, et j'avais une vision de l'intérieur de la façon dont ils faisaient leur censure chez Google, et je connais le programme. Ce programme s'appelait Machine Learning Fairness, et c'est ce programme qui m'a conduit aujourd'hui à Observer Ranch. Tu sais, quand j'étais enfant, j'ai remarqué que le soleil, je me souviens, était beaucoup plus jaune, et je me suis dit qu'en grandissant, c'était peut-être ma vision qui changeait ou quelque chose comme ça, mais le soleil a un aspect un peu plus blanc en ce moment. Mais quand Ben a mentionné que le soleil était plus jaune avant, j'ai répondu, je m'en souviens. Alors je suis allé sur Internet et j'ai essayé de savoir, est-ce que d'autres personnes remarquent que le soleil devient plus blanc? Et effectivement, il y a tout un tas de gens qui remarquent exactement la même chose. Cette toute petite quantité de lumière qui augmente ici sur Terre à mesure que le champ magnétique s'affaiblit. Oui, ce sont surtout des particules qui intrusent davantage, mais j'ai dit qu'il y avait un léger changement dans la lumière, et c'est un spectre plus large de la lumière qui est laissé entrer. Plus on voit de spectres lumineux, plus la lumière paraît blanche, et c'est pourquoi le soleil était jaune autrefois, mais il est plus blanc maintenant. Et elle passera au rouge, puis au noir, et ensuite il y aura la micronova solaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela correspond aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le premier cavalier est blanc et porte une couronne sur la tête. Et le soleil est si brillant en haut du ciel que ses rayons ressemblent à une couronne. Qui vient ensuite? Le cavalier rouge, volant la civilité du peuple. Je vous assure que lorsque le soleil deviendra rouge, il ne restera plus de civilité sur cette planète. Noir. Black est le prochain cavalier. Il porte la balance de la justice. On aura l'impression d'être tous jugés quand on verra une étoile noire se déplacer dans le ciel. Et quel est le dernier? Un cheval pâle. Et son nom, dit-il, est la mort. Et l'enfer suit avec lui. Et à travers la poussière de Nova et le plasma, nous verrons à nouveau ces teintes pâles du soleil familier. Mais l'enfer s'en vient. C'est une sacrée coïncidence, non? Jetons un œil au badge de la mission Apollo. C'est un tas de chevaux. Pourquoi le soleil est-il si proéminent dans la mission lunaire Apollo? Et quel rapport Apollo a-t-il avec la Lune? Apollon n'était-il pas un dieu du soleil? Tu sais, c'est intéressant. Si cette nappe de courant galactique provoque des explosions solaires en arrivant, d'accord, peut-être qu'on ne peut pas voir trop loin dans le passé, mais on devrait pouvoir regarder les étoiles qui se trouvent juste entre nous et le centre galactique et voir, d'accord, est-ce qu'elles éclatent une après l'autre? Un autre? Et il s'avère que c'est le cas. Il s'avère que oui, absolument. Étoile de Barnard, Proxima Centauri, Adéléonie. Ils partent un par un et pas sur ce graphique de notre livre de 2021, mais il y a une étoile Gliese qu'ils viennent de découvrir encore plus près du centre galactique. C'est le suivant et il a explosé avant Barnard.
Le Soleil est le prochain sur la liste. Ceux-ci, ils explosent. Maintenant, parce qu'il s'agit de petites naines rouges, elles empruntent davantage la voie des super-éruptions qu'une micronova, mais ce sont toujours des instigations de haut niveau par la nappe de courant galactique. Et oui, on peut suivre ça. Il ne nous dira pas l'année où le Soleil va disparaître, mais il peut nous dire que oui, tout ce que nous attendions de voir, nous le voyons. Et cela inclut les étoiles qui explosent directement en ligne depuis le centre galactique vers le Soleil, et nous sommes les prochains sur la liste. Je ne peux m'empêcher de penser, en voulant un dernier mot pour vous à ce sujet, que ce soit les pyramides ou Derinkuyu, la Cappadoce en Turquie, ou quelque chose comme le Texas Rock Wall, qui est maintenant enfoui, il existe des preuves que des cultures anciennes tentent de se sauver eux-mêmes, tentant de se cacher du ciel, tentant de se préparer à un désastre. Je pense qu'il est assez évident que les gouvernements font cela. Les élites aussi. Elon Musk, il a la Boring Company et SpaceX. Il peut monter ou descendre, mais Jeff Bezos aussi. Il creuse une montagne en face de l'une des installations de lancement Blue Origin. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles certains des vaisseaux prospatiaux restants que Richard Branson a enterrés sous la seraient son bunker. Mark Zuckerberg, eh bien, je ne pense pas que quelqu'un lui ait raconté toute l'histoire. Je n'aurais pas construit là où il construit, mais le fait est que cela arrive tous les 6000 ans. Nous en parlons ici sur Internet. Cela devrait vous réconforter. Mais cela demandera de la vigilance, de la préparation, et peut-être un peu de chance. La seule chose que je peux dire, c'est que ne rien faire n'est pas une option. Revenir à la vie, aux réseaux sociaux, à votre travail ou à autre ne vous empêchera pas de vous atteindre, vous et vos enfants. C'est déjà à portée de porte. Vous devriez peut-être envisager de vous préparer. Tu as bien un bunker là-bas. Y a-t-il quelque chose que tu sais et que nous ignorons? Non, je pense que c'est juste un petit abri en dessous, c'est comme un sous-sol. Oh, un petit abri. De quoi as-tu peur? C'est un sous-sol. Mais Elon Musk dit quelques mots en quelques minutes à peine. Il dit que si vous voulez vous plonger dans un terrier de lapin très profond, renseignez-vous sur les aires glaciaires et la fréquence à laquelle elles se produisent. Il ajoute que si. Écoutons ça. Écoute-le. Si vous lisez à propos des aires glaciaires. Oui. Vraiment? Comme quoi? Un profond terrier de lapin sur les aires glaciaires. Qu'est-ce qui les intrigue? La Terre entière vient de traverser, la Terre entière est juste gelée? Comme je l'ai dit, il y a un profond terrier de lapin sur les aires glaciaires. Profond terrier de lapin. Tellement intéressant. C'est à quel point le climat de la Terre a changé. Et même là où magnétiquement se trouvent les pôles a changé avec le temps. Il sait. En réalité, c'est la fin du monde pour la plupart d'entre nous. Je veux dire, tous ces gens sur la plage, tous ces gens en ville, ils auront disparu. Je me demande parfois si tout cet élan de mon travail était pour me permettre de voir cela. Parce que si je n'avais pas appris tout ce que j'ai appris ces 15, 20 dernières années sur la longévité, la physique solaire et tout ça, je n'aurais peut-être jamais été prêt pour ça. Je l'aurais manqué, pour ainsi dire. Je veux dire, c'est terrible d'y penser, mais je m'attends à mourir. Tu sais, il y a de fortes chances que je le fasse. Et si je ne le fais pas, c'est un super bonus. Mais je vais faire tout mon possible pour m'assurer d'être en assez bonne santé pour y survivre. Parce que je veux le voir. Je sais que ça paraît fou, mais je veux vivre assez longtemps pour voir la fin du monde.